Le rôti était sec, mais le vin coulait généreusement tandis que Claire passait le plat autour de la table. Elle riait un peu trop fort à une remarque de Julien et se penchait juste assez pour feindre que je n'existais pas. J'ai tendu la main pour retirer une assiette et j'ai effleuré son épaule par mégarde. C'est alors qu'elle s'est tournée, la main levée, rapide et tranchante, et m'a giflé si fort que l'une de mes boucles d'oreilles est tombée sur le sol. Personne n'a bougé, pas même mon fils. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé, j'ai simplement pris mon sac et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Mais ce que Claire ignorait, c'est que sa vie parfaite reposait sur une fondation portant ma signature. Et quand ils sont rentrés du dîner, son rire s'était éteint pour de bon. L'impact ne m'a frappé qu'une fois arrivée à ma voiture. Ma joue brûlait là où elle m'avait frappée, mais le vide dans ma poitrine était bien plus douloureux. 12 ans depuis la mort d'Antoine. 12 ans à aider Julien à construire sa vie, mettant de côté mes propres besoins pour lui offrir chaque opportunité. Et maintenant, à 64 ans, j'étais devenue invisible dans la maison que mon argent avait achetée. La maison, face au lac scintillant à Annecy, brillait contre le ciel crépusculaire, ses fenêtres projetant des rectangles dorés sur la pelouse impeccablement entretenue. J'étais arrivée 3 heures plus tôt pour aider à préparer le dîner. Une soirée importante pour les relations d'affaires de Julien. J'avais arrangé des fleurs, poli les couverts, ajusté les places à table pendant que Claire dirigeait le personnel de traiteur avec une efficacité hautaine. « Maman, peux-tu vérifier si le vin est bien frais ?» m'a demandé Julien sans même lever les yeux de son téléphone. « Et peut-être rester en cuisine quand les Dupont arriveront. » Claire veut que tout se passe sans accroc. J'ai acquiescé, ravalant ma déception. Une fois de plus, je devais me faire discrète. Une relique du passé moins glamour de Julien, susceptible de l'embarrasser devant la haute société d'Annecy. La veuve d'un tailleur, avec son léger accent et ses vêtements simples, ne cadrait pas avec l'image que Claire cultivait avec tant de soin. Assise dans ma voiture, la main sur ma joue brûlante, j'ai compris que j'avais atteint ma limite. La gifle n'était pas qu'une gifle, c'était l'aboutissement de 1000 petites humiliations, la manière dont Claire corrigeait ma grammaire, les photos de famille où l'on me plaçait dans un coin, faciles à effacer, les conversations à table qui évitaient toute mention de ces années difficiles où Julien et moi luttions pour joindre les deux bouts. J'ai démarré le moteur, les mains plus assurées qu'elles n'auraient dû l'être. L'air nocturne portait l'odeur du lac tandis que je m'éloignais de la rive exclusive du lac d'Annecy, passant devant les résidences fermées pour rejoindre mon modeste appartement au centre-ville. Les lumières d'Annecy scintillaient de l'autre côté de l'eau, belles et indifférentes à ma douleur. Mon chez-moi m'a accueillie dans son silence habituel. J'ai accroché mon manteau, ôté mes chaussures et traversé les pièces dans la pénombre sans allumer la lumière. À mon petit bureau, j'ai déverrouillé le tiroir inférieur du classeur et sorti un dossier en cuir que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les documents racontant la véritable histoire du succès de ma famille. Les titres de propriété de la maison face au lac de Julien et Claire, enregistrés au nom d'un trust que je gérais. Les actes de propriété de l'immeuble où se trouvait l'agence de design de Julien. Les relevés bancaires montrant les transferts réguliers qui avaient soutenu leur train de vie pendant plus d'une décennie. Quand Antoine est mort subitement à 52 ans, il m'a laissé une petite assurance vie et notre atelier de couture en difficulté. Ce que personne ne savait, pas même Julien, c'est comment j'avais transformé ce modeste point de départ en une petite fortune. Pendant que je travaillais à l'atelier le jour, j'étudiais l'immobilier et les stratégies d'investissement la nuit. J'ai acheté ma première propriété quand Julien est entré à l'université. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, je possédais déjà 3 immeubles dans un quartier qui allait bientôt devenir à la mode. Pendant qu'il lançait son entreprise, je fournissais discrètement le capital nécessaire, toujours par des canaux masquant ma participation. Quand il a épousé Claire, je les ai aidés à acquérir la maison de leurs rêves grâce à un montage complexe de propriété qui me laissait comme titulaire principal de l'acte. Je voulais que mon fils se sente accompli, qu'il croie avoir échappé à nos origines modestes par son seul mérite. Peut-être était-ce mon erreur. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. « Victor, c'est Louise. » Ma voix était plus calme que je ne l'étais. Il faut lancer le plan B. Oui, tout. Non, ça me tente. Ce soir-là, Victor Dubois, mon avocat et ami depuis 20 ans, m'avait aidé à structurer mes investissements et avait toujours contesté ma décision de garder Julien dans l'ignorance. « Tu es sûre ?» a-t-il demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ça change tout, Louise. »« Tout a déjà changé, » ai-je répondu, touchant à nouveau ma joue. « Ils seront au dîner encore 1 heure. Peux-tu faire changer les serrures avant leur retour ? » « Considère ça comme fait. Je te rappelle quand c'est prêt. » En raccrochant, je me suis dirigée vers ma chambre et j'ai commencé à préparer un petit sac de voyage.
pas parce que je devais partir. Cet appartement était entièrement à moi, une propriété que je n'avais jamais utilisée au profit de Julien, mais parce que je savais que l'affrontement approchait et je voulais être prête à tout dénouement. En pliant un pull dans le sac, je me suis vue dans le miroir. Une traînée de mascara marquait ma joue droite et une légère rougeur signalait encore l'endroit où la main de Claire m'avait frappée. J'ai nettoyé le maquillage et me suis observée avec des yeux clairs. J'avais passé trop d'années à être reléguée aux marges de ma propre vie. Le dîner de ce soir, où j'avais été réduite à servir des verres avant d'être physiquement agressée, n'était que la scène finale d'une lente et constante disparition. Le silence de Julien à cet instant m'avait tout dit de ce que j'étais devenue pour lui. Mon téléphone a vibré avec un message de Victor. Serrurier prêt, codes de sécurité changés, restrictions financières appliquées. Tout était en place. La machine des conséquences s'était mise en route avec quelques appels et pressions de touche. Au matin, Julien découvrirait que les comptes de son entreprise étaient gelés. Claire verrait ses cartes refusées et la maison qu'il croyait leur révélerait son véritable titre de propriété. Je ne cherchais pas la vengeance, pas exactement. Ce que je voulais, c'était être reconnue, être vue, comptée. Dehors, la nuit s'était complètement refermée. Quelque part en ville, mon fils et sa femme terminaient leur dîner, riant avec leurs invités, ignorant que leur monde changeait déjà. Je me suis demandé si Sophie, ma petite fille de 15 ans, avait remarqué mon absence. C'était la seule qui semblait parfois me voir clairement. Je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à rédiger des lettres. Une pour Julien, une pour Sophie, une autre pour Claire. Les mots coulaient facilement maintenant, nés d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand le lendemain arriverait, ils auraient besoin de comprendre pourquoi le sol sous leurs pieds s'était mis à trembler. Le futur était incertain, mais une chose était claire. Je ne serais plus jamais invisible dans ma propre vie. J'ai scellé les lettres et les ai laissées sur le bureau, les mains fermes malgré le poids de ce que je venais de déclencher. L'horloge indiquait 21h42. Le dîner de Julien et Claire touchait à sa fin. Les Dupont et les autres invités présenteraient leurs excuses polies, loueraient la soirée et partiraient, laissant mon fils et sa femme rentrer dans une maison qui ne les accueillait plus. Mon portable a sonné. C'était encore Victor. « Tout est fait », a-t-il dit sans détour. « Les comptes du trust sont gelés. Le paiement automatique de l'hypothèque prévu pour demain a été annulé. J'ai informé l'administration de la résidence des changements dans les protocoles d'accès et les caméras de sécurité ont été redirigées vers ton serveur privé. Tu pourras tout voir depuis ton ordinateur portable. J'ai ouvert mon ordinateur et lancé l'application qu'on venait de m'installer. L'écran s'est divisé en 4 cadrans montrant différents angles de la maison de Julien et Claire. L'entrée circulaire, la porte principale, la cour arrière avec vue sur le lac et le garage. Tout était calme pour l'instant, mais cela changerait bientôt. Merci Victor, je sais que ça va au-delà de tes conseils juridiques habituels. Louise, a-t-il dit d'une voix plus douce, je t'ai vu bâtir un empire pendant que d'autres s'attribuaient le mérite. Je t'ai vu sacrifier ton bien-être pour des gens qui ne valorisent pas ta présence. Ce n'est pas juste du conseil juridique, c'est de la justice. Et il était temps. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé et me suis installée dans le salon, l'ordinateur sur les genoux. La maison apparaissait toujours à l'écran, sa tranquillité coûteuse sur le point de se briser. J'ai touché ma joue encore une fois. La brûlure de la gifle de Claire s'était dissipée en une douleur sourde. Ce qui faisait encore mal, c'était le silence de Julien, son acceptation passive pendant que sa femme frappait sa mère, et personne, pas une seule personne à cette table élégante, n'a rien dit. À 22h16, les phares d'une voiture ont traversé l'entrée alors que les premiers invités partaient. Je les ai regardés s'en aller dans leur voiture luxueuse, leur soirée intacte, tandis que la mienne s'était fracturée sans retour. À 22h38, le dernier invité est parti et quelques minutes plus tard, le personnel de traiteur est sorti par la porte de service. À 23h05, la BMW rutilante de Julien est entrée dans le garage, suivie par la Range Rover blanche de Claire. Je me suis rapprochée de l'écran, le cœur battant malgré ma décision de rester détachée. C'était le moment où les conséquences deviendraient réelles. Je les ai vus s'approcher de la porte principale, Claire quelques pas devant, Julien la suivant, les épaules voûtées, une posture que je reconnaissais depuis son enfance lorsqu'il anticipait des problèmes. Claire a inséré la clé dans la serrure et a tourné. Rien. Elle a réessayé, cette fois avec plus de force. Même sans son, je pouvais lire sa confusion dans ses gestes. Julien s'est avancé, a pris la clé et a essayé à son tour. Il a sorti son téléphone, probablement pour appeler l'entreprise de sécurité. Quelques minutes plus tard, il gesticulait nerveusement, le visage tendu et défait.
Mon portable a vibré avec un message. Je m'attendais à ce que ce soit Victor, mais c'était le nom de Sophie, ma petite fille, qui s'affichait, écrivant à cet instant précis, comme si un lien invisible l'avait alerté du drame qui se déroulait. « Mamie, tu vas bien ? Maman a dit que tu es partie brusquement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai hésité, partagé entre la protéger et lui dire la vérité. Sophie avait toujours été perspicace, capable de voir au-delà du vernis artificiel de la vie de ses parents. « Je vais bien, mon amour. Il y a eu une dispute. On parlera demain ?» 3 points sont apparus à l'écran pendant qu'elle écrivait. Ils ont disparu, puis réapparus. « Maman t'a frappé, n'est-ce pas ? Je les ai entendus se disputer à ce sujet après le départ des invités. » J'ai retenu mon souffle. Ainsi, Julien avait confronté Claire, mais pas sur le moment, pas quand ça comptait, seulement après, en privé, quand il n'y avait plus d'apparence à sauvegarder. Avant que je puisse répondre, le téléphone a sonné. Julien. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale tout en l'observant à l'écran, marchant de long en large dans l'entrée, le téléphone contre l'oreille, faisant signe à Claire d'essayer la clé de l'accès latéral. 1 minute plus tard, son message vocal est arrivé. « Maman, il y a un problème avec les serrures et l'alarme de la maison. L'entreprise de sécurité dit que les codes ont été changés et qu'ils ne peuvent pas intervenir sans une nouvelle autorisation. Es-tu impliqué ? Rappelle-moi, s'il te plaît. » Sa voix semblait plus confuse qu'accusatrice. Il n'avait pas encore fait le lien. Cela viendrait le lendemain quand les notifications bancaires révéleraient l'ampleur du changement. J'ai reporté mon attention sur le message de Sophie. Oui, elle l'a fait, mais ça ne te concerne pas, Sophie. Je veux que tu le saches. Où es-tu ? Puis-je venir te voir ? Pas ce soir. Tes parents ont besoin de toi à la maison. On parlera bientôt, je te le promets. À l'écran, j'ai vu Claire gesticuler avec désespoir, perdant sa contenance alors que la réalité de se retrouver enfermée hors de sa maison parfaite commençait à s'imposer. Julien était de nouveau au téléphone, marchant de long en large dans l'entrée. Je me suis demandé s'il essayait de me recontacter ou s'il appelait un hôtel pour la nuit. Mon thé avait refroidi, mais je l'ai à peine remarqué, absorbé par la scène. Une partie de moi voulait répondre à l'appel de Julien, tout lui expliquer maintenant et voir sa réaction. Mais le timing était crucial. Il devait ressentir tout le poids du changement que j'avais instauré, sentir le sol se dérober sous ses pieds avant que je lui offre une explication. Un autre message de Sophie. « Il m'emmène chez tante Camille ce soir. Papa ne peut pas entrer, il est très agité. Qu'est-ce qui se passe, mamie ?» Camille était la sœur de Claire, toujours prête à renforcer les pires impulsions de sa sœur. Bien sûr, il chercherait refuge chez elle en temps de crise. « C'est compliqué, mon amour. Essaie de dormir un peu. Demain, tout aura plus de sens. » J'ai vu Julien ouvrir la portière de la voiture pour que Claire et Sophie montent. Claire gesticulait avec véhémence, son langage corporel révélant qu'elle construisait déjà une narration où elle était la victime, pas l'agresseuse. La voiture a reculé dans l'allée et a disparu de la vue. La maison est restée silencieuse et sombre, inaccessible à ceux qui l'avaient tenue pour acquise. Comme moi, ai-je pensé avec une satisfaction amère qui m'a surprise par son intensité. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Victor pour confirmer. Ils sont partis. Je présume qu'ils passeront la nuit chez la sœur de Claire. Tu vas bien, Louise ? Ce ne doit pas être facile. La question simple a brisé la retenue que j'avais maintenue jusque-là. Ma voix a tremblé en répondant. Je ne sais pas comment je vais, Victor. Soulagée, effrayée, 40 ans à mettre les autres en avant. Et maintenant, j'ai lancé une grenade sur tout. Une grenade qu'ils t'ont eux-mêmes donnée, avec la goupille déjà retirée, m'a-t-il rappelé doucement. Repose-toi un peu, demain sera difficile. Après avoir raccroché, j'ai fermé l'ordinateur. Je ne pouvais plus regarder la maison vide. Le silence de mon appartement m'a enveloppée, le poids de mes décisions s'installant dans mes os. J'avais planifié cette nuit avec un soin méticuleux, considérant chaque angle légal et financier, mais je n'étais pas tout à fait préparée au coup émotionnel. En me préparant pour dormir, le téléphone a sonné avec un dernier message de Sophie. « Quelle que soit la raison, je sais que tu dois avoir une bonne raison. Je t'aime, mamie. » Les larmes ont jailli, les premières que je m'autorisais depuis que la paume de Claire s'était écrasée sur ma joue. Dans tous mes calculs, j'avais oublié le pouvoir simple d'être vue et comprise, même si ce n'était que par une adolescente de 15 ans qui voyait plus clairement que les adultes autour d'elle. Demain apporterait des confrontations, des accusations, peut-être même des menaces légales. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je dormirais en sachant que je m'étais enfin défendue, obligeant ceux qui m'avaient méprisée à affronter la vérité de leur dépendance. Les serrures avaient changé sur plus d'une maison.
La porte de mon silence s'était aussi refermée pour toujours. J'ai dormi par intermittence, me réveillant juste avant l'aube, le cœur agité. Pendant un instant, je ne pouvais pas identifier la source de mon anxiété. Puis, les événements de la veille m'ont submergée comme une avalanche. La gifle de Claire, le silence de Julien, ma réponse décisive. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et 32 messages. La plupart de Julien de plus en plus urgents au fil de la nuit. Plusieurs de Claire oscillant entre la fureur et une fausse inquiétude. Un de Victor confirmant que toutes les mesures financières avaient été exécutées comme prévu et 3 de Sophie. On est chez tante Camille, maman est hystérique, papa a passé la nuit au téléphone, je l'ai entendu parler de comptes. Et enfin, à 4h37 du matin, mamie, j'ai peur, dis-moi ce qui se passe. Ce dernier message a percé ma détermination. Sophie était au milieu, prise dans l'effondrement du monde soigneusement construit par ses parents, sans comprendre pourquoi. Je voulais la protéger, mais peut-être que l'honnêteté était la plus grande forme d'amour. Je passe te chercher à 8h pour le petit déjeuner. Juste toi et moi. On parlera. Sa réponse est arrivée immédiatement, malgré l'heure. Je serai prête. Je me suis levée et préparée avec soin, choisissant une robe bleu profond que je portais rarement, appliquant un maquillage léger et rassemblant mes cheveux gris en un chignon soigné. Aujourd'hui, je ne serai plus la femme invisible dans la cuisine. Aujourd'hui, on me verrait telle que je suis, le fondement sur lequel d'autres avaient construit leur vie. À 7h45, j'ai reçu un message depuis l'adresse de Camille. Ce n'était pas Sophie, mais Julien. « Maman, Sophie dit que tu vas passer la chercher. Il faut qu'on me parle de ce qui se passe, s'il te plaît. » La retenue dans son message m'a surprise. Pas d'accusation, pas d'exigence. Peut-être que la nuit lui avait apporté un peu de clarté. Je n'ai pas répondu. Je préférais que mon arrivée parle d'elle-même. Le trajet jusqu'à la maison de Camille m'a mené à travers les quartiers les plus huppés d'Annecy, passant devant des manoirs face au lac et des jardins impeccablement entretenus. Je m'étais toujours sentie comme une intruse dans ce coin, malgré le fait que je possédais plus de propriétés ici que beaucoup de ses résidents. La maison de Camille, bien qu'impressionnante selon les standards normaux, était modeste comparée à celle que Julien et Claire n'avaient pas pu pénétrer la veille. En entrant dans l'allée circulaire, j'ai vu Sophie qui m'attendait sur les marches du porche, un petit sac à dos à ses pieds. Elle portait un jean et un pull simple, ses cheveux noirs détachés sur ses épaules. Elle semblait plus jeune que ses 15 ans, vulnérable d'une manière qui m'a serré le cœur. Avant que je puisse descendre de la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte et Julien est apparu derrière elle. Il était débraillé, son apparence habituellement impeccable altérée par une nuit sans sommeil. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise et pendant un instant, j'ai vu l'enfant qui courait vers moi avec des genoux écorchés et des jouets cassés, attendant que je répare tout. Pas cette fois. Sophie s'est précipitée pour monter dans la voiture, se glissant sur le siège passager avant que Julien ne puisse l'arrêter. « Allons-y », a-t-elle dit, la voix tendue. « Attends », a appelé Julien en s'approchant de ma vitre. Je l'ai baissée à moitié, juste assez pour l'entendre clairement, mais pas assez pour qu'il puisse atteindre quoi que ce soit. « Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? La maison, les comptes? Ils disent que je n'ai plus accès, que tout est à ton nom. »« Pas tout », ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne l'espérais. « Seulement tout ce que tu pensais être à toi. » Son visage a blêmi. « Il faut qu'on parle de ça. » Oui, il le faut. J'ai regardé Sophie, qui observait l'échange avec une attention intense. « Mais d'abord, je vais prendre le petit déjeuner avec ma petite fille. Je t'attends à midi au bureau de Victor. » Victor, ton avocat. « Maman, c'est une affaire de famille. Maintenant, c'est une affaire juridique, Julien. À midi au bureau de Victor. » J'ai remonté la vitre et suis sortie en marche arrière, laissant mon fils seul, la lumière du matin éclairant la confusion sur son visage. Sophie n'a pas parlé jusqu'à ce qu'on soit à plusieurs pâtés de maison. « Tu l'as fait, n'est-ce pas? Tu as changé les serrures, gelé les comptes, tout. » Je l'ai regardé du coin de l'œil, évaluant combien lui dire. « Oui, à cause de la gifle, c'était le déclencheur, pas la cause. » Encore. J'ai conduit jusqu'à un petit café près de la promenade du lac, un endroit où Claire ne mettrait jamais les pieds. Trop simple, trop authentique pour l'image qu'elle cultivait avec soin. Nous avons choisi une table sur la terrasse. J'ai commandé un café pour moi et un chocolat chaud pour Sophie. L'air du matin était frais, avec une odeur de lac et une promesse de printemps. Un jour normal, bien que rien dans notre situation ne le fût. « Il faut que tu me racontes tout », a dit Sophie, ses yeux si semblables à ceux de Julien, si semblables aux miens,
fixé sur moi avec une intensité qui m'a désarçonnée. Pas la version édulcorée, tout. J'ai étudié son visage et n'ai pas vu seulement Julien dans ses traits, mais aussi Antoine, mon défunt mari. La même détermination, la même intolérance pour les mensonges confortables. Peut-être que l'honnêteté était toujours le seul chemin possible. Quand ton grand-père est mort, ai-je commencé, il m'a laissé très peu en termes financiers. Un atelier de couture en difficulté, une modeste assurance vie et la maison que nous avions presque fini de payer. Julien était à l'université et j'étais déterminée à ce qu'il termine, qu'il ait les opportunités que je n'avais jamais eues. Je lui ai raconté comment je travaillais à l'atelier le jour et étudiais l'investissement immobilier, la planification financière et le développement d'entreprises la nuit. Je lui ai expliqué comment j'avais commencé petit, achetant une propriété délabrée que j'avais rénovée moi-même les week-ends, et comment j'avais capitalisé sur ce succès pour faire des investissements plus conséquents. Quand ton père a obtenu son diplôme, j'avais déjà construit quelque chose de significatif. Lorsqu'il a voulu lancer son agence de design, il avait besoin de capital. Je l'ai fourni, mais par des canaux qui donnaient l'impression qu'il avait trouvé des investisseurs indépendants. Quand il a rencontré ta mère et qu'ils ont voulu cette maison face au lac, je l'ai achetée via un trust, en créant un plan de paiement bien en dessous de la valeur du marché. Les yeux de Sophie se sont écarquillés de stupeur. La maison est à toi. La maison, l'immeuble où fonctionne l'agence de ton père, la maison de vacances à Chamonix et plusieurs autres investissements. Tout est à mon nom, même si j'ai laissé tes parents croire le contraire. Mais pourquoi ? A-t-elle demandé, le désarroi évident dans sa voix. Pourquoi les laisser croire que tout était à eux ? La question touchait au cœur de mes décisions, m'obligeant à affronter des motivations que je n'avais même pas complètement formulées, par fierté, je suppose. La mienne et la leur. Je voulais que Julien se sente accompli, qu'il croie avoir sécurisé l'avenir de sa famille par son propre mérite. Et je ne voulais pas être vue comme une mère envahissante, comme la belle-mère qui ne lâche pas le contrôle, surtout après qu'il a épousé Claire, qui a clairement fait comprendre que mes origines, mon accent, toute mon existence lui étaient embarrassants. « C'est mal », a dit Sophie, avec une franchise brutale, ce que tu as fait et la façon dont ils t'ont traité. Son jugement, bien que douloureux, était juste. Oui, c'est vrai, j'ai nourri une fiction qui, au final, nous a tous diminués. Le serveur est arrivé avec notre petit déjeuner, des gaufres pour Sophie, une omelette pour moi. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, le poids des révélations s'installant entre nous. « Vas-tu tout leur prendre ?» a finalement demandé Sophie, la voix étouffée. « Nous laisser sans maison ?» Non, mon amour, ce n'était jamais l'intention. Je lui ai pris la main sur la table. Ce que je cherchais, c'était la reconnaissance, pas la vengeance. Mais après des années à être traitée comme si je n'existais pas, après avoir été giflée et humiliée dans ma propre famille, j'avais besoin de forcer la question. Sophie a hoché la tête lentement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? À midi, je rencontre ton père. Nous discuterons de nouveaux termes, un nouvel accord basé sur la vérité et le respect mutuel. Et pour ta mère, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser une pointe d'amertume dans ma voix. Ça dépend d'elle, de si elle peut accepter la réalité de qui je suis, de ce que j'ai construit. Sophie a poussé son assiette sur le côté, l'appétit visiblement absent. Elle ne l'acceptera pas. Elle vit pour les apparences. Savoir que sa belle-mère est la véritable source de tout, ça va la briser. Peut-être qu'il est temps que certaines choses se brisent, ai-je dit doucement, pour qu'on puisse les reconstruire correctement. En nous préparant à quitter le café, Sophie m'a surprise en m'enlaçant par la taille, me serrant avec une intensité inattendue. « Je suis contente que tu te sois défendue », a-t-elle murmuré. « Mais j'ai peur aussi. » Je l'ai serré fort, respirant l'odeur de son shampoing, sentant le léger tremblement de ses épaules frêles. « Je sais, mon amour », ai-je dit, utilisant le diminutif sans y penser. « Moi aussi. » Mon téléphone a vibré avec un message de Victor. Julien a confirmé la réunion de midi. Claire essaie d'accéder au coffre-fort de la banque. Prépare-toi à une possible escalade. Les pièces étaient en mouvement et la réalité commençait à s'imposer à ceux qui avaient vécu trop longtemps dans une illusion confortable. En ramenant Sophie chez Camille, avec la promesse de l'appeler plus tard, je me suis demandé quelle version de mon fils m'attendait au bureau de Victor. L'enfant repentant cherchant le pardon ou l'homme arrogant exigeant ce qu'il croit lui revenir de droit. Quoi qu'il en soit, l'ère du silence était terminée.
Aujourd'hui, ma voix serait enfin entendue. Après avoir déposé Sophie avec un baiser sur le front et un « je t'appelle plus tard », j'ai conduit directement au centre de Lyon, vers l'immeuble où se trouvait le cabinet juridique de Victor. Le gratte-ciel moderne abritait son bureau au 32e étage, avec une vue imprenable sur la colline de Fourvière et la Saône. J'étais arrivée 30 minutes en avance, ayant besoin de temps pour ordonner mes pensées avant d'affronter Julien. Victor m'a accueillie dans la salle d'attente. Impeccablement vêtu comme toujours, sa silhouette élancée et ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Tu as l'air en forme, Louise », a-t-il dit en m'embrassant la joue. « Je me sens différente », ai-je admis alors qu'il me guidait vers son bureau privé, comme si je m'étais débarrassée d'une peau que je portais depuis trop longtemps. « Ça te va bien », a-t-il dit en désignant une chaise en cuir. « Café ?» J'ai acquiescé, reconnaissante pour la normalité du rituel pendant qu'il servait depuis la cafetière sur son buffet. Julien a rappelé 2 fois ce matin. La deuxième fois, il avait l'avocat de son agence en haut-parleur. L'expression de Victor est restée neutre, mais j'ai détecté une pointe de satisfaction dans sa voix. Je leur ai dit que tous les accords juridiques ont été correctement exécutés et enregistrés il y a des années, avec la signature de ton fils sur chaque document pertinent. Il a signé sans lire, ai-je dit doucement. Il me faisait entièrement confiance. C'était son choix, a répondu Victor en me tendant une tasse fumante. Louise, je te représente depuis 20 ans. Pendant tout ce temps, je t'ai vu organiser tes affaires avec un soin méticuleux, permettant à ton fils de croire en une fiction qu'il a lui-même construite. Tu n'as rien fait d'illégal ni d'immoral. Il s'est assis en face de moi, songeur. Moralement, je pense que tu as enfin corrigé un déséquilibre qui nuisait à tout le monde, surtout à toi. Avant que je puisse répondre, son interphone a sonné. « Monsieur Moreau est arrivé. »« Faites-le entrer », a dit Victor en me regardant. « Prête ?» J'ai lissé ma robe et redressé les épaules. Oui. La porte s'est ouverte et Julien est entré. Il avait l'air encore pire que ce matin. Le visage émacié, les yeux enfoncés par la fatigue et autre chose, peut-être de la peur, peut-être une prise de conscience. Il portait les mêmes vêtements que la veille, maintenant froissés par une nuit de crise. « Maman », a-t-il dit, la voix soigneusement mesurée. Puis, avec un geste vers Victor, « Maître Dubois. »« Julien, je t'en prie », a indiqué Victor en désignant la chaise à côté de la mienne. Julien a hésité, puis s'est assis, tournant légèrement son corps vers l'extérieur. La distance entre nous était à la fois physique et symbolique. « Je comprends que tu as des questions », a commencé Victor d'un ton professionnel et neutre. « Des questions ?» Julien a laissé échapper un rire court et amer. « Les serrures de ma maison ont été changées, les comptes de mon entreprise sont gelés, mes cartes ont été refusées ce matin quand j'ai voulu payer le petit déjeuner, et ma mère... » Il m'a lancé un regard mêlé de confusion et de douleur. « Tu refuses de m'expliquer pourquoi tu détruis ma vie. »« Je ne détruis pas, » ai-je dit calmement. « Je récupère. »« Tu récupères quoi ?» Sa voix s'est élevée. « Qu'est-ce qui peut justifier cette embuscade ?» J'ai inspiré profondément, m'obligeant à soutenir son regard. « Le respect, Julien. La reconnaissance de la vérité, l'acceptation de qui a réellement construit la vie dont toi et Claire êtes si fiers. » Son visage s'est empourpré. « Si c'est à cause de ce qui s'est passé au dîner... » c'est bien plus que ça, l'ai-je interrompu. Bien que recevoir une gifle de ta femme pendant que tu restais silencieux ait certainement été le point de rupture. Il a eu la décence de baisser les yeux. Honteux. J'ai figé. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. Je sais. Mais cette réaction est disproportionnée, maman. Tu punis Sophie et moi pour quelque chose que Claire a fait. Vraiment ? J'ai posé ma tasse sur la soucoupe, le léger clic soulignant l'intensité calme de mes mots. Pendant 12 ans, j'ai soutenu ton train de vie pendant qu'on me traitait comme une note de bas de page gênante. J'ai financé ton entreprise à travers des sociétés écrans pour que tu puisses sembler autosuffisant. J'ai acheté ta maison via un trust te permettant d'y vivre pour une fraction de sa valeur réelle. Tout ça pendant qu'on me repoussait de plus en plus loin de ta vie. Victor a fait glisser un dossier sur le bureau vers Julien. Ce sont les documents juridiques détaillant la propriété de ta mère sur les biens en question, ainsi que les structures d'investissement soutenant Moreau Design Intégral. Tu remarqueras ta signature sur chaque accord. Julien a ouvert le dossier, les mains tremblantes, parcourant les pages. J'ai observé son expression passer de l'incrédulité à une compréhension croissante. Je me souviens d'avoir signé certains documents, mais je pensais... Il a levé les yeux vers moi.
Tu m'as dit que c'était des formalités pour les prêts de l'entreprise. Et tu as signé sans lire, ai-je dit, parce que tu avais confiance que je m'occuperais des détails, comme je l'ai toujours fait. Mais la maison, je fais des paiements tous les mois, à un trust que je contrôle, à un taux 30% inférieur à la valeur du marché. Il a regardé les documents, puis moi, alors que la réalité continuait de s'installer. Tout ce temps, tout ce que nous avons, c'était toi, pas tout, ai-je admis. Ton talent, ta vision pour l'entreprise, ça, c'est à toi. Mais le capital, l'infrastructure qui a permis à ces dons de s'épanouir, oui, ça venait de moi. Pourquoi ? La question était simple, mais chargée de douleur et de confusion. Pourquoi inventer cette fiction ? Pourquoi me laisser croire, à moi et à tout le monde, que j'avais construit ce succès seul ? C'était la même question que Sophie m'avait posée, mais venant de Julien, elle avait un poids différent. Parce que tu en avais besoin, ai-je répondu doucement. Parce qu'après la mort de ton père, tu étais déterminé à prouver quelque chose, à sécuriser ton avenir et celui de ta famille. Je voulais t'aider sans que cela te prive de ton mérite. Alors, je t'ai soutenu en silence, de manière invisible, te permettant de préserver la dignité de sembler indépendant. Et en échange, j'ai perdu la mienne, devenant la mère encombrante qu'on tolère mais qu'on ne respecte pas. Julien s'est passé une main dans les cheveux, un geste si semblable à celui de son père qu'il m'a serré le cœur. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. L'intention compte moins que l'impact, est intervenu Victor calmement. La réalité, c'est que ta mère a été systématiquement écartée d'une vie qu'elle a elle-même construite. Julien semblait véritablement affecté. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vas-tu tout nous prendre ? Ça dépend de toi, ai-je dit, de ce que tu es prêt à reconnaître et de comment nous avançons. Victor a sorti un autre document. Ta mère a préparé une proposition, une restructuration des accords financiers qui vous permettrait de maintenir votre train de vie et l'entreprise sous certaines conditions. Quelles conditions ? A demandé Julien avec prudence. L'honnêteté, ai-je répondu sans détour. La reconnaissance publique de mon rôle dans ton succès. Des dîners familiaux réguliers où l'on me traite comme la matriarche, pas comme une domestique. Et une renégociation concernant la maison. Vous pouvez continuer à y vivre, mais en reconnaissant officiellement qu'elle m'appartient. Julien a absorbé l'information, son visage difficile à déchiffrer. Et si je refuse ? Alors, les actifs restent gelés, a dit Victor sans changer de ton. Vous devrez quitter la maison dans un délai de 30 jours. Le prêt commercial arrivera à échéance dans son intégralité. Julien s'est levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Le profil de lion s'étendait devant lui, indifférent à notre drame familial. Claire n'acceptera jamais ça, a-t-il dit, finalement. Toute son identité repose sur notre position sociale, sur la narrative que nous avons créée. Cette fiction ne peut plus tenir, ai-je répondu, pour aucun de nous. Il s'est retourné pour me regarder. Tu sais que ça risque de mettre fin à mon mariage ? L'accusation flottait dans l'air entre nous. J'ai senti son poids et considéré sa vérité. Si ton mariage ne peut pas survivre à l'honnêteté, Julien, alors peut-être qu'il ne devrait pas survivre. Il a tressailli comme si je l'avais giflé et j'ai immédiatement regretté la dureté de mes mots. Je ne veux pas te faire de mal, ai-je ajouté plus doucement. Ni à toi, ni à Sophie. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de corriger. D'être enfin vu pour qui je suis et ce que j'ai construit. À quel prix ? Sa voix était creuse. Tout ce que je croyais être. Je me suis levée pour le rejoindre près de la fenêtre. Tu restes mon fils brillant et créatif. Ta vision pour ton entreprise est toujours la tienne, ton amour pour Sophie aussi. La seule chose qui a changé, c'est la compréhension de comment tout cela a été possible. Il n'a pas répondu tout de suite, son regard fixé sur les montagnes au loin. Finalement, il a demandé. Sophie est au courant. Oui, je lui ai raconté ce matin. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Ça explique son message. Papa, tout ce que dit mamie est vrai. Écoute-la. Savoir que Sophie m'avait soutenue, qu'elle avait voulu guider son père vers la vérité, a allumé une chaleur en moi. C'est une jeune fille extraordinaire. Elle l'est, a acquiescé Julien, se tournant pour me faire face. J'ai besoin de temps. Parler à Claire, bien que je puisse imaginer sa réaction, et tout réévaluer, apparemment. Victor lui a tendu une copie de la proposition. Prends 24 heures, on se retrouve demain, même heure. Julien a hoché la tête, ramassant les documents avec un soin inhabituel pour lui.
À la porte, il s'est arrêté. Il m'a regardé avec des yeux qui portaient encore des échos de l'enfant qu'il avait été. « Pour ce que ça vaut, maman, je suis désolée. Pour hier soir, pour tout. » Après son départ, je me suis effondrée dans la chaise, les larmes brouillant soudain ma vue. La confrontation m'avait vidée, mais aussi étrangement soulagée. Victor a posé une main sur mon épaule avec délicatesse. « Tu t'en es bien sortie, Louise. Vraiment. » Je l'ai regardée. « Je viens de détruire la perception que mon fils avait de lui-même. J'ai probablement brisé son mariage et bouleversé la vie de ma petite fille. » « Tu leur as donné la vérité dans un monde construit sur une fiction, » a-t-il corrigé. « La douleur est réelle, oui, mais nécessaire. Comme remettre un os mal soudé. Ça fait mal, mais c'est juste. » En quittant son bureau, mon téléphone a vibré avec un message d'une source inattendue. « C'est Anna, ta voisine. J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'une amie en ce moment. On déjeune demain ?» Anna Lefebvre, ma voisine d'en face, qui pendant des années m'avait encouragée à faire entendre ma voix, qui avait été témoin de la manière dont on m'effaçait des réunions familiales et des événements sociaux, qui avait vu la vérité bien avant que je sois prête à l'affronter. « Oui, ai-je répondu, un déjeuner serait merveilleux. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions basées sur mes propres besoins et non sur le sacrifice pour les autres. Le chemin devant moi restait incertain, rempli de défis et de conversations difficiles, mais je le parcourais en étant moi-même, visible, reconnue, respectée. Je n'étais plus le socle caché sous la maison, mais la pierre angulaire visible, essentielle à tout ce qui tenait debout. Cette révélation m'a soutenue tout l'après-midi et jusqu'à la nuit, alors que j'attendais dans mon appartement, à la fois craintive et désireuse de ce qui viendrait. J'ai décliné l'offre de Victor de rester chez lui et sa femme. J'avais besoin du calme familier de mon propre espace, un lieu qui avait toujours été véritablement à moi, libre des complications qui enchevêtraient le reste de ma vie. J'ai arrosé mes plantes, préparé un dîner simple et essayé de me perdre dans un livre. Mais mon esprit revenait sans cesse au visage de Julien lorsqu'il avait compris, au soutien inattendu de Sophie, à l'avenir incertain qui nous attendait. À 19h42, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne et, pendant un instant, j'ai hésité, me demandant si Claire était venue me confronter. Mais en vérifiant la caméra de sécurité, j'ai vu Sophie dans le couloir, une petite valise serrée entre ses mains. J'ai ouvert la porte immédiatement. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Monsieur... Elle est entrée, le visage fatigué, marqué par l'inquiétude. Papa et maman se sont disputés toute l'après-midi. Après qu'il est rentré du bureau de l'avocat, il a essayé de tout lui expliquer. Et elle a complètement explosé. Elle criait, jetait des choses. Elle a posé son sac par terre, les épaules affaissées. Je ne pouvais pas rester là-bas. « Ton père sait que tu es ici ?» Elle a hoché la tête. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il m'a dit qu'il comprenait. Un petit sourire triste a traversé son visage. Il est différent aujourd'hui, plus calme, comme s'il voyait tout clairement pour la première fois. Je l'ai guidée vers le salon, remarquant comment elle se recroquevillait dans un coin du canapé, se faisant petite, comme si elle essayait de disparaître du conflit qui l'entourait. « Tu as faim ? Je peux te préparer quelque chose ?» « Non », sa voix s'est brisée. J'avais juste besoin d'être dans un endroit qui ne semble pas s'effondrer. L'ironie ne m'a pas échappé. Au milieu du chaos que j'avais moi-même provoqué, mon foyer était devenu un refuge pour ma petite fille. Je me suis assise à côté d'elle, laissant de l'espace, mais assez près pour offrir du réconfort. « Raconte-moi ce qui s'est passé après que ton père est rentré de la réunion. » Sophie a ramené ses jambes sous elle, soudain plus enfant que ses 15 ans. Il est revenu avec tous ses papiers. Il avait l'air, je ne sais pas, en état de choc, comme quand on voit quelqu'un se faire frapper dans un film et qu'il met du temps à réaliser la douleur. Elle a enroulé une mèche de ses cheveux noirs autour de ses doigts. Il a demandé à maman de s'asseoir, qu'il devait parler de quelque chose d'important. J'étais censée aller dans ma chambre, mais j'ai écouté depuis le couloir. Il lui a tout raconté, que tu étais la propriétaire de la maison, que tu avais financé l'entreprise, tout. Elle m'a regardée, les yeux troubles de confusion. Elle ne l'a pas cru au début, elle pensait que c'était une blague. Mais il lui a montré les papiers et alors, elle a appelé ton père pathétique. Elle a dit qu'il avait vécu de la charité de sa mère tout ce temps, prétendant être un succès alors qu'il était un imposteur. J'ai tressailli en imaginant la voix tranchante de Claire. Ça a dû être dur pour ton père d'entendre ça. Il ne s'est pas défendu, il est resté silencieux, comme s'il était d'accord avec elle.
Sa voix s'est tendue d'une colère inattendue. Mais ensuite, il a réagi. Il lui a dit qu'elle avait tort, que tu avais juste essayé d'aider et que le vrai problème, c'était la façon dont tout le monde t'avait traité. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Malgré tout, Julien m'avait défendu. Il avait reconnu, au moins à cet instant, la vérité de notre histoire. Et qu'a-t-elle répondu ? L'expression de Sophie s'est durcie. Elle lui a dit qu'il devait choisir entre toi et elle, qu'elle ne vivrait pas dans une maison qui t'appartient, ni n'accepterait de l'argent venant de toi. Que s'il voulait sauver leur mariage, il devait couper tout lien avec toi et trouver un moyen de subvenir à leurs besoins tout seul. Je vois. L'ultimatum ne m'a pas surprise, bien que sa rapidité m'ait frappée. Et qu'a dit ton père ? C'est ça qui était étrange. Il est resté très calme et lui a dit « J'ai besoin de réfléchir à ce qui compte vraiment. » Et puis il est juste parti. Il n'a pas pris la voiture, il a juste commencé à marcher. Elle a secoué la tête. Maman a commencé à jeter des choses. Après ça, j'ai attendu qu'elle s'enferme dans sa chambre, j'ai pris un sac et j'ai commandé un Uber. Alors ça, j'ai absorbé l'information, essayant d'imaginer Julien, mon fils si soucieux des apparences, si évitant les conflits, s'éloignant ainsi d'une confrontation, littéralement en marchant pour éclaircir ses idées. C'était un signe d'introspection que je n'attendais pas si tôt. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin », lui ai-je dit. « La chambre d'amis est toujours prête pour toi. »« Merci, mamie. » Elle a hésité, puis a demandé « Qu'est-ce qui va se passer pour nous tous ?» C'était la même question que je me posais depuis que j'étais sortie de ce dîner, depuis que j'avais appelé Victor et mis tout cela en branle. Je ne sais pas, avec certitude, ai-je admis, mais quoi qu'il arrive, je te promets que tu ne perdras ni ton père ni moi. Certaines choses vont changer, peut-être où tu vis, peut-être même la relation entre tes parents, mais tu auras toujours une famille qui t'aime. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse, bien qu'incomplète, lui suffisait pour l'instant. « Je peux utiliser ta douche ? J'ai l'impression de porter ces vêtements depuis des jours. » Bien sûr, il y a des serviettes propres dans l'armoire de la salle de bain. Lorsqu'elle a disparu dans le couloir, j'ai vérifié mon téléphone. 2 appels manqués de Julien et un message. « Sophie m'a dit qu'elle est avec toi. Merci de lui offrir un endroit sûr. On doit parler, mais pas ce soir. Demain ?» J'ai répondu simplement. « Tu es en sécurité ? » ?»« Oui, demain. » En posant le téléphone sur la table, il a sonné à nouveau. C'était Anna, ma voisine. « J'ai vu ta petite fille arriver, » a-t-elle dit sans détour. « Tout va bien ?» L'appartement d'Anna était juste en face du mien, de l'autre côté du couloir. Au fil des années, elle était devenue une amie occasionnelle. Des cafés, des verres de vin et toujours des mots fermes pour m'encourager à poser des limites à ma famille. « Aussi bien que possible, » ai-je répondu. « Crise familiale en plein essor. Tu leur as enfin tout dit. » Sa voix portait une note de satisfaction. « Il était temps. Écoute, j'ai fait trop de lasagne. Tu veux que je t'en apporte ? Les ados ont toujours faim et toi tu as l'air d'avoir besoin d'une amie. » Avant que je puisse répondre, elle a ajouté « Ce n'est pas une suggestion, Louise. J'arrive dans 10 minutes. Assure-toi que le vin est ouvert. » Après avoir raccroché, je me suis surprise à sourire malgré tout. Le style direct d'Anna était rafraîchissant, sans arrière-pensée, sans faux-semblant, juste une amitié sincère offerte au moment où j'en avais le plus besoin. Fidèle à sa parole, elle est arrivée 10 minutes plus tard avec un plat fumant qui a embaumé le couloir d'une odeur d'ail et de tomates. À 60 ans, Anna se déplaçait avec l'énergie confiante de quelqu'un de bien plus jeune, ses cheveux argentés coupés en un carré impeccable, ses vêtements colorés et légèrement excentriques. « Les crises émotionnelles nécessitent des glucides », a-t-elle annoncé en entrant dans la cuisine et en posant le plat sur le plan de travail. « Où est le vin ?» Je lui ai montré la bouteille déjà ouverte et elle a hoché la tête avec approbation. « Bon choix, maintenant raconte-moi tout pendant que ta petite fille finit de se doucher. » Alors, je l'ai fait sans omettre de détails. Le dîner, la gifle de Claire, les révélations financières et les conséquences qui avaient conduit ma petite fille à chercher refuge chez moi. Elle a écouté sans m'interrompre, sirotant son verre de vin, hochant la tête de temps en temps, comme si chaque pièce s'imbriquait dans un puzzle qu'elle observait depuis des années. « Je l'avais vu venir depuis longtemps », a-t-elle dit quand j'ai fini. « Chaque fois qu'il t'écartait des réunions familiales, chaque fois qu'il minimisait tes contributions. Je suis contente que tu aies enfin posé tes limites. J'ai eu tort de garder les arrangements financiers secrets si longtemps.
C'était la question qui ne cessait de me hanter, le doute qui ébranlait ma confiance. Tort ? Je ne sais pas. Anna a rempli nos verres à nouveau. Ton intention était bonne. Protéger la fierté de Julien, encourager son indépendance. Mais en essayant de l'élever, tu t'es laissé ensevelir. Sa réponse m'a frappée avec force et précision. Et maintenant, c'est ton tour de te relever. Elle a trinqué avec moi. Ce ne sera pas facile. Claire va se battre, Julien va résister. Mais à la fin, la vérité est toujours plus saine que la fiction. Pour vous tous. Sophie s'est sortie de la salle de bain juste au moment où Anna servait les lasagnes. Elle avait les cheveux mouillés rassemblés en une queue de cheval et son pyjama la faisait paraître encore plus jeune que ses 15 ans. Elle a regardé Anna avec curiosité. « Sophie, voici ma voisine et amie Anna Lefebvre. Anna, ma petite fille, Sophie. La cinéaste, a dit Anna, à notre surprise. Devant nos regards interrogateurs, elle a expliqué. Ta grand-mère m'a dit que tu es toujours en train de filmer, de faire des documentaires sur ta famille. Le visage de Sophie s'est éclairé un peu. Je travaille sur un projet pour l'école sur les histoires familiales et comment elles nous façonnent. Eh bien, du matériel, tu n'en manques pas, a dit Anna avec un sourire ironique, tout en lui servant une généreuse portion de lasagne. Mange, les esprits créatifs ont besoin de carburant. Nous trois avons partagé le repas autour de ma petite table à manger. La conversation, par décision mutuelle, a évité le drame familial pour se concentrer sur des sujets plus légers. Les projets scolaires de Sophie, le cours de peinture auquel Anna s'était inscrite, et mon jardin en pot sur le balcon. Pendant un bref moment, le poids de tout ce qui se passait s'est allégé, laissant place à quelque chose qui ressemblait à la normalité. Il y a même eu des rires. Après que Sophie s'est excusée pour aller se préparer à dormir, Anna m'a aidée à ranger les assiettes. « C'est une jeune fille extraordinaire », a-t-elle commenté en essuyant les verres. « Très perspicace, très forte. »« Oui », ai-je acquiescé, une fierté me gonflant la poitrine. « Elle l'est. Quoi qu'il arrive avec Julien et sa femme, assure-toi de préserver ton lien avec Sophie. Elle a besoin de toi. Pas seulement de ton soutien financier, mais de toi. » Cette distinction m'a frappée avec force. Pendant si longtemps, j'avais associé le soutien à l'argent, la provision à l'amour. Mais Sophie était venue me chercher non pas pour ce que je pouvais lui donner, mais pour ce que j'étais pour elle. Après le départ d'Anna, je suis allée voir Sophie. Elle dormait profondément dans la chambre d'amis, son téléphone serré dans la main, comme si elle attendait un message de son père. Je le lui ai doucement retiré et posé sur la table de nuit, puis j'ai ajusté la couverture sur ses épaules. De retour dans le salon, je me suis arrêtée devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville, réfléchissant au chemin qui m'avait menée ici et au parcours incertain qui m'attendait. Demain, il y aurait une autre conversation avec Julien, plus de décisions, plus de vérités exposées. Mais ce soir, j'avais offert un refuge à ma petite fille, partagé un repas avec une amie véritable et tenu bon dans ma vérité. Oui, les fondations changeaient, mais peut-être que ce qui serait construit dessus serait désormais plus fort, plus honnête, plus digne de nous tous. Mon téléphone a vibré doucement avec un message de Julien. J'ai passé des heures à marcher autour du lac, à réfléchir à tout, à qui j'ai été et à ce que j'ai laissé se produire. Je suis prêt à parler demain, vraiment parler. Il ne s'agissait pas d'argent ni de propriété. Il s'agissait de ce qu'il me devait, de ce que tout le monde me devait. En lisant ces mots, quelque chose qui était resté noué dans ma poitrine pendant des années a commencé à se relâcher. Ce n'était pas exactement des excuses, cela prendrait du temps, mais une possibilité. La possibilité qu'à partir de ce douloureux démantèlement émerge un nouveau départ, construit non sur des mensonges confortables, mais sur la vérité. Je lui ai répondu avec quelque chose que je n'avais pas dit à mon fils depuis longtemps. « Je t'aime, Julien, nous allons régler ça ensemble. » Puis je me suis éloignée des lumières de la ville et me suis retirée dans le calme de mon foyer, où ma petite fille dormait paisiblement et où l'avenir, bien qu'incertain, offrait enfin la promesse d'authenticité. Le matin est arrivé avec une douce lumière printanière filtrant à travers les stores. J'ai trouvé Sophie déjà réveillée, assise en tailleur sur le balcon, une tasse de thé entre les mains, observant la ville s'éveiller. « Papa a écrit », a-t-elle dit quand je me suis assise à côté d'elle. « Il vient à 10 heures. » J'ai vérifié l'heure. Il restait un peu plus d'une heure. « Ça va pour toi ?» Elle a hoché la tête. Je crois qu'il est différent, comme s'il avait enfin compris quelque chose. Nous
Nous avons partagé un petit déjeuner tranquille, chacune plongée dans ses pensées sur la conversation à venir. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu mon fils. Julien était là, pas dans ses habituels vêtements de designer, mais dans un jean simple et un pull que je lui avais offert il y a des années. Les cheveux en désordre, l'expression ouverte et vulnérable, comme je ne l'avais pas vu depuis qu'il était enfant. « Maman », a-t-il dit doucement. Et il m'a surprise en m'enlaçant. Ce n'était pas l'étreinte formelle des dernières années, mais une étreinte réelle, forte et tremblante. Je suis tellement désolée. Par-dessus son épaule, j'ai vu Sophie nous observer depuis le salon, les yeux pleins de larmes contenues. Julien n'a pas pris le contrôle de la conversation comme il le faisait habituellement. Il s'est assis en silence, les mains jointes. « J'ai fait beaucoup d'erreurs », a-t-il commencé. « Mais la pire a été d'oublier qui m'a soutenue. » Il a levé les yeux, croisant les miens. « J'ai construit mon identité sur le mensonge que j'avais tout accompli seule. J'ai laissé Claire le croire parce que ça nous faisait nous sentir importants à tous les deux. Et dans le processus, j'ai repoussé la seule personne qui a rendu tout cela possible. » « Et maintenant, que fait-on » ai-je demandé, sans intention de lui faciliter la tâche, même si mon cœur souffrait. Claire est partie ce matin, elle est chez sa sœur jusqu'à ce qu'on revienne à la raison sur les finances. Et ça, il a souri tristement. Ah, je ne pense pas que ça arrivera. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Malgré tout, je n'avais pas voulu détruire son mariage. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Ça couvait depuis longtemps. Ta décision n'a fait que révéler à quel point tout était fracturé. Sophie s'est assise à côté de son père et lui a pris la main en silence. J'ai préparé une proposition, a poursuivi Julien, sortant des papiers de son sac. Ce n'est pas un document juridique, ça Victor s'en occupera, mais une base pour notre famille à partir de maintenant. J'ai lu ses notes, la vue légèrement brouillée. Reconnaissance publique du rôle de maman dans l'entreprise et les propriétés. Restructuration de l'entreprise pour inclure maman au conseil d'administration. Dîners familiaux hebdomadaires, pas quand ça arrange. Documentation de l'histoire de vie de maman, projet de Sophie. Nouveaux accords de logement respectant la titularité réelle. C'est un début, a-t-il dit à voix basse. Si tu es d'accord ? Et Claire ? J'espère qu'elle acceptera cette nouvelle réalité, éventuellement. Sinon, il a serré la main de Sophie. Nous ferons face ensemble. 3 mois plus tard, j'étais assise au premier rang dans l'auditorium du centre communautaire, regardant Sophie ajuster sa caméra. La salle était remplie de gens de toute la ville d'Annecy, amis, collègues et notamment Julien, assis à côté de moi, vivant désormais dans un modeste appartement près du mien. Bienvenue à la première de Fondation Invisible, a annoncé Sophie au public. Un documentaire sur ma grand-mère, Louise Moreau, et les structures invisibles qui soutiennent les vies que nous construisons. Alors que les lumières s'éteignaient et que mon visage apparaissait à l'écran, j'ai senti la main de Julien sur la mienne. « Merci », a-t-il murmuré. « Pour tout ». Le film racontait mon histoire, de jeune immigrante à veuve, puis à entrepreneuse silencieuse. Il incluait des vérités douloureuses sur les dysfonctionnements familiaux, mais aussi des moments d'espoir et de réconciliation. Sophie avait tout capturé avec une honnêteté remarquable. Claire n'était pas présente. Elle avait demandé le divorce le mois précédent, incapable d'accepter la nouvelle narrative de notre famille. Mais son absence ne faisait plus mal. C'était plutôt une fin nécessaire. Quand les applaudissements ont rempli la salle à la fin de la projection, je suis restée assise, submergée un instant. Anna est apparue à mes côtés, me tendant la main. « Bien joué », a-t-elle dit. Et je ne parle pas seulement du documentaire, je parle de tout. Debout, tandis que le public applaudissait, j'ai regardé les visages devant moi. Julien, Sophie, Victor, Anna et tant d'autres qui peut-être pour la première fois me voyaient clairement. Je n'étais plus cachée, plus silencieuse. Mes fondations étaient enfin visibles.